« Comment appelez-vous le jeune homme qui se trouve là-bas » dit le notaire en montrant Raphaël. « J'ai cru l'entendre nommer Valentin. »« Que chantez-vous avec votre Valentin tout court » s'écria Émile en riant. « Raphaël de Valentin, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas un enfant trouvé, mais le descendant de l'empereur Valens, souche des Valentinois, fondateur des villes de Valence en Espagne et en France, héritier légitime de l'Empire d'Orient. » Et il décrivit en l'air avec sa fourchette une couronne au-dessus de la tête de Raphaël. « Pourquoi sonder la Providence ?» dit un fabricant de ballades. « Allons, voilà la Providence !» s'écria le jugeur en l'interrompant. « Je ne connais rien au monde de plus élastique. »« Oh, et le budget ?» répliqua l'Amphitryon. « Et la conscience d'un sénateur ?» demanda Émile. « Mais monsieur, Louis XIV a fait périr plus d'hommes pour creuser les aqueducs de Maintenon que la Convention pour asseoir justement l'impôt, pour mettre de l'unité dans la loi, nationaliser la France et faire également partager les héritages, disait un jeune homme devenu républicain faute d'une syllabe devant son nom. « Monsieur, lui répondit un propriétaire, vous qui prenez le sang pour du vin, cette fois-ci, laisserez-vous à chacun sa tête sur ses épaules? Vous êtes des brutes. Vous voulez nettoyer une nation avec des cure-dents, répliqua l'homme à la République. Selon vous, la justice serait plus dangereuse que les voleurs. Dit un avoué. Sont-ils ennuyeux avec leur politique? Fermez la porte. Il n'y a pas de science ou de vertu qui vaille une goutte de sang. Vous avez bien raison. Passez-moi les asperges. Quand l'homme croit avoir perfectionné, il n'a fait que déplacer les choses. Ho ho! S'écria un vaudevilliste. Alors, messieurs, je porte un toast à Charles X, père de la liberté. Buvons donc à l'imbécilité du pouvoir, qui nous donne tant de pouvoir sur les imbéciles. Voilà des petits pois délicieusement fantastiques. Et le curé fut trouvé mort dans son lit le lendemain. Qui parle de mort? Ne badinez pas, j'ai un oncle. Vous vous résigneriez sans doute à le perdre. Ce n'est pas une question. Écoutez-moi, messieurs. Chut. Écoutez, écoutez, faites-lui manger sous un prétexte quelconque un pâté de foie gras. Hé, mon oncle est un grand homme sec, avare et sobre. Ah, ces oncles-là sont des monstres qui abusent de la vie. N'est-ce pas l'histoire de toutes les dissertations religieuses, politiques et littéraires? L'homme est un bouffon qui danse sur un précipice. À vous entendre, je suis un sot. Au contraire, c'est parce que vous ne m'entendez pas. Lamartine restera. Ah, scribe, monsieur, a bien de l'esprit. Et Victor Hugo, c'est un grand homme. N'en parlons plus. Vous êtes ivre. Vous êtes un carliste. Pourquoi pas? J'aime le despotisme. Il annonce un certain mépris pour la race humaine. Je ne hais pas les rois. Ils sont si amusants. Trôner dans une chambre, à 30 millions de lieues du soleil. N'est-ce donc rien? L'intelligence a tout tué, s'écria le carliste. Allez, la liberté absolue mène les nations au suicide. Que nous direz-vous de neuf? Aujourd'hui, vous avez ridiculisé tous les pouvoirs, et c'est même chose vulgaire que de nier Dieu. Vous n'avez plus de croyance. Savez-vous, lui répondit un médecin complètement ivre, qu'à peine y a-t-il une membrane de différence entre un homme de génie et un grand criminel? Peut-on traiter ainsi la vertu? S'écria le vaudevilliste. La vertu, sujet de toutes les pièces de théâtre, dénouement de tous les drames, base de tous les tribunaux. Eh, tais-toi donc, animal! Ta vertu, c'est Achille sans talons. À boire. Peux-tu parier que je bois une bouteille de vin de champagne d'un seul trait? Quel trait d'esprit! S'écria le caricaturiste. Ils sont gris comme des charretiers, dit un jeune homme qui donnait sérieusement à boire à son gilet. Oui, monsieur, le gouvernement actuel est l'art de faire régner l'opinion publique. Est-ce ma faute à moi si le catholicisme arrive à mettre 1 million de dieux dans un sac de farine? Si la République aboutit toujours à quelques Robespierre? Si la royauté se trouve entre l'assassinat de Henri IV et le jugement de Louis XVI? Et si le libéralisme devient Lafayette? Vous êtes un sot, vous êtes un drôle. Oh, oh. Ah, ah. À demain, monsieur. Ah, je ne me tiens pas droit, peut-être? Reprit le belliqueux auteur en se dressant comme un cerf-volant indécis. Il jeta sur la table un regard hébété, puis, comme exténué par cet effort, il retomba sur sa chaise, pencha la tête et resta muet. « Eugène, prends garde à ton habit, ton voisin pâlit. Que Dieu soit en tout, selon Spinoza, ou que tout vienne de Dieu, selon saint Paul. Imbécile, ouvrir ou fermer une porte. Est-ce pas le même mouvement? L'œuf vient-il de la poule ou la poule de l'œuf? Passez-moi du canard. Voilà, toute la science. Voleur, imbécile, fripon, dupe. Écoutez, silence.
Donnez-lui du vin et qu'il se taise, cet enfant !» Le dessert se trouva servi comme par enchantement. Les couleurs de ces tableaux gastronomiques étaient rehaussées par l'éclat de la porcelaine, par des lignes étincelantes d'or, par les découpures des vases. L'argent, la nacre, l'or, les cristaux étaient de nouveau prodigués sous de nouvelles formes. Mais les yeux engourdis et la verbeuse fièvre de l'ivresse permirent à peine aux convives d'avoir une intuition vague de cette féerie digne d'un conte oriental. Les pyramides de fruits furent pillées, les voix grossirent, le tumulte grandit. Alors il n'y eut plus de paroles distinctes. Les verres volaient en éclats et des rires atroces partaient comme des fusées. Un vaudevilliste saisit un corps et se mit à sonner une fanfare. Ce fut comme un signal donné par le diable. Cette assemblée en délire hurla, siffla, chanta, cria, rugit, gronda. Le maître du logis, se sentant ivre et n'osant se lever, approuvait les extravagances de ses convives par une grimace fixe et tâchait de conserver un air décent et hospitalier. « Si ces messieurs veulent passer dans le salon, le café les y attend !» Et les portes s'ouvrirent. Les uns, arrivés à l'apogée de l'ivresse, restaient mornes et péniblement occupés à saisir une pensée qui leur attesta leur propre existence. Les autres, plongés dans le marasme produit par une digestion alourdissante, niaient le mouvement. D'intrépides orateurs disaient encore de vagues paroles dont ils ne comprenaient pas eux-mêmes le sens. Puis quelques refrains retentissaient comme le bruit d'une mécanique obligée d'accomplir sa vie factice et sans âme. Le silence et le tumulte s'étaient bizarrement accouplés. Néanmoins, en entendant la voix sonore du valet qui, à défaut d'un maître, leur annonçait des joies nouvelles, ils se levèrent entraînés, soutenus ou portés, les uns par les autres. Mais la troupe entière resta, pendant un moment, sur le seuil de la porte, immobile et charmée. Les jouissances excessives du festin pâlirent devant le chatouillant spectacle que l'amphitryon offrait aux plus voluptueux de leurs sens. Sous les étincelantes bougies d'un lustre d'or, autour d'une table chargée de vermeil, un groupe de femmes se présenta soudain aux convives hébétés, dont les yeux s'allumèrent comme autant de diamants.